Donc je me représente pour ceux que je n'aurais pas croisés lors de conférences précédentes. Je m'appelle Benoît Régent. Je suis responsable du département prospective chez Dentsu Aegis Network, qui est donc le troisième groupe de communication mondiale en capitalisation boursière. Et on s'occupe de prospective parce que les choses vont tellement vite en termes de technologie, en termes de médias, que les clients sont un petit peu perdus, les annonceurs, pour essayer de saisir les opportunités, essayer d'anticiper le digital pour en faire des opportunités et non pas avoir à subir ces transformations du digital. Et donc on était déjà venu partager avec vous certaines présentations sur le futur des réseaux sociaux, le futur de certains médias. Et il est en train de se passer quelque chose d'assez impressionnant autour des technologies, et c'est ce dont on va parler ce soir. Juste une petite illustration toute bête. Lors du Noël dernier, il y avait quelques magazines qui traînaient à la maison. Puis Noël, on fait ça en famille, donc il y avait ma vieille maman qui était là. Et puis elle prend un magazine qui traîne sur la table et elle me dit « C'est quoi un chabot ?» Je dis « Chabot », je ne comprenais pas au début, je fais répéter, parce que je connais Arlette Chabot, mais Chabot en tant que tel, comme ça, je ne vais pas. Je dis « Ah, ok, oui, les chatbots, c'est ça dont tu essayes de me parler. » Et c'est vrai qu'en fait, ma mère ne connaît pas le truc, mais aujourd'hui, la plupart des annonceurs nous interrogent sur cette marotte, parce qu'on pourrait presque parler de ça. C'est presque une mode aujourd'hui dans le digital, essayer de s'intéresser à cette logique de chatbot. Donc on va essayer de comprendre s'il faut y aller ou pas, si c'est effectivement une mode. On va regarder d'un point de vue pédagogique les différents types de chatbots. Et puis on va voir quelles sont nos convictions chez Dentsu sur la manière de pouvoir rentrer sur ces nouvelles technologies, comment l'intelligence artificielle peut nous permettre de gagner en proximité et en service client, puisque vous vous souvenez peut-être, lors d'une ancienne conférence, on a démontré comment le digital modifiait les fondamentaux du marketing, les fameux 4P tels qu'on avait pu les apprendre à l'école historiquement. Et vous vous souvenez, on a démontré qu'on était au digital à l'ère du service beaucoup plus que du produit, et que raconter à nos clients à quel point nos produits sont fantastiques, c'est pas véritablement ce qui va vous faire croître vos ventes dans le futur. Et finalement, les chatbots sont un peu une bonne nouvelle, puisque c'est une solution qui vont nous permettre de gagner en service et en proximité client. Alors, hop. Déjà, quand on parle de définition, c'est quoi un chatbot ? En fait, chatter, on pourrait dire, mélanger en fait le robot et le chat pour arriver à une espèce de logique où vous avez une interface conversationnelle. Certains vont vous le dire comme ça. Donc, on a l'impression de pouvoir dialoguer avec un humain, comme si on était sur un chat, sauf qu'en fait, c'est une machine qui vous répond. Et ça peut se concrétiser à travers différents types d'interfaces. Vous avez des interfaces qui sont totalement texte, et vous avez des interfaces qui, de plus en plus, vont être naturelles et fonctionner sur de la voix. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans une évolution des usages de l'Internet. On va vers une nouvelle ère du digital. Il y a 10 ans, même pas, on avait Steve Jobs qui lançait l'App Store. Et derrière l'App Store, il y avait cette logique de « there's an app for that », il y a un problème, il y a une app qui sera une solution. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup chez Dentsu des clients venir nous poser des questions autour des applications qu'ils pouvaient lancer. Sauf qu'aujourd'hui, les applications ont plus autant le vent en poupe, parce qu'en fait, sur l'App Store, on a des millions d'applications qui sont proposées. C'est très compliqué quand on développe une application d'arriver à un niveau de notoriété significatif qui va faire que, en termes d'usage, votre application va véritablement être utilisée. Il faut qu'en termes de service, elle fonctionne très bien, et qu'en termes de communication, en termes de publicité, vous l'ayez démocratisée. Parce qu'au final, quand vous regardez en termes d'applications ce qui se passe sur les téléphones que vous avez tous dans votre poche, vous allez avoir quoi ? Vous avez quasiment tous Facebook, ou un réseau social, on va dire, un peu classique. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir une application de rencontre. Potentiellement, vous allez avoir une application de musique. Mais en gros, vous en avez 4-5 que vous utilisez au quotidien. Et si vous en installez une et que finalement,
bah voilà, dans l'usage au quotidien, vous ne vous en servez pas, vous allez avoir tendance à la désinstaller assez rapidement. Ce qui pose finalement quand même un vrai problème d'interface et de dialogue entre les marques et leurs clients à travers ces logiques d'application. Et c'est pour ça que quand on voit sur l'année dernière Microsoft s'exprimer sur ces logiques d'interface et de dialogue client, on rentre dans une nouvelle ère quelque part, où le patron de Microsoft nous dit que les bots ou les chatbots sont en train de devenir les nouvelles applications du futur. Donc on est sur une époque un peu de transition de l'application vers quelque chose qui finalement serait plus pratique. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas d'avoir un programme avec un usage spécifique, c'est d'avoir un seul et même programme qui va pouvoir tout faire. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions, vous allez pouvoir gérer tous les achats avec une seule méta-application. Quelque part, c'est un peu ça le rêve. Et même sans souffrir d'arthrose, sans avoir à aller taper des requêtes, etc., mais en les dictant simplement à notre téléphone. Donc, il faut se poser la question quelque part de pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces différentes étapes de l'Internet ? En fait, quand on a lancé Internet, au départ, on était sur ce que les anglo-saxons appellent des walled gardens. On avait, pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui ont mon âge, il y avait des Lycos, il y avait des Voilà, il y avait des Yahoo sur l'Internet au départ, sur lesquels vous pouviez un peu tout faire. Bon, c'était pas très très sexy, mais en tout cas, on avait accès à la météo, à la finance, etc. sur ces portails. Et puis l'Internet a véritablement explosé, où on est allé sur des logiques spécifiques, des milliers, des millions de sites. Et puis, là encore, il y a un peu plus de 10 ans, Zuckerberg, jeune étudiant, sur une blague un peu potache pour noter les filles du campus, a lancé Facebook sur un truc qui en soi n'était pas nouveau du tout, puisqu'il y avait tout un tas de logiques sociales qui existaient auparavant. Mais avec le talent qu'on lui connaît, il a donc lancé Facebook, qui a été un formidable succès, sauf que nous les vieux là, quand on a vu arriver Facebook, on a commencé à mettre notre vie sur ces réseaux sociaux, à mettre les photos de bébés à la plage, les photos de la dernière soirée, etc. Parce qu'on n'avait pas compris qu'il y avait juste un truc qui était hyper important, c'est ce fameux droit à l'oubli que réclament les Français, pour ceux qui étaient là sur la conférence sur le futur des réseaux sociaux. Ce que les gens veulent sur le futur, c'est avant tout de pouvoir effacer, revenir en arrière, ça c'est très important. Et donc, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que les jeunes générations échaudées par le sujet, de se dire quand je vais sur un entretien d'embauche, peut-être que mon futur employeur va aller regarder sur les réseaux sociaux ce que je raconte, au-delà de ce qui se passe sur LinkedIn, etc. Ils se sont dit finalement, c'est pas sécure tout ça. Et donc, on va rentrer dans un usage un peu différent des réseaux sociaux où on cherche à sécuriser ces conversations. Et c'est très important parce que cette connexion au monde à travers le réseau social, elle devient vraiment continue tout le temps. Là encore, on avait partagé des chiffres, je les ai actualisés, ils ont un petit peu changé parce que ça continue d'accélérer et encore plus vite. On est, on va dire, à entre 1 et 2% de croissance de la population au niveau mondial par an. Quand vous regardez la croissance de l'Internet, on est encore à 10% de croissance en nombre d'internautes sur la planète chaque année. Donc une croissance qui continue avec des potentiels qui sont énormes. Vous avez vu tous les projets industriels avec ces ballons pour aller couvrir la réception de l'Internet dans certaines zones éloignées. On nous parle beaucoup de l'Afrique qui finalement, alors que nous on a essuyé les plâtres, va aller plus vite sur ces logiques de l'Internet. Bref, 10% sur l'Internet, les réseaux sociaux, c'est encore 2 fois plus rapide en croissance que l'Internet aujourd'hui, avec 21% de croissance, donc en un an. Et sur le mobile, qui nous permet cette connexion permanente avec notre réseau, on est sur une croissance de 30%. Là encore, si vous étiez là quand on a parlé des réseaux sociaux, on était à une croissance où on avait 365 millions d'utilisateurs chaque année. Ça nous faisait 1 million de plus par jour. On va encore plus vite aujourd'hui. Ça veut dire que chaque jour sur la planète, vous avez plus d'1 million de nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux sur mobile. Donc une connexion permanente, mais une peur derrière le réseau social de laisser des traces, de ne pas pouvoir revenir en arrière et de pouvoir effacer des choses. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien en fait, on va utiliser les réseaux sociaux d'une manière un peu différente.
J'ai mis une photo un peu emblématique, j'en parlais avec l'un des étudiants tout à l'heure, c'est assez marrant. Quand vous posez la question à des gens qui postent sur Instagram, par exemple, en disant « Est-ce que ce que vous mettez sur Instagram, ça reflète votre vraie personnalité ?» Les gens disent oui, c'est moi ». Et quand vous posez la question aux amis de la personne en question, en disant « Les images que tu vois de ton pote là sur Instagram, est-ce que c'est lui en vrai ?» Les gens disent « Ah bah non, c'est posé à mort, le selfie avec la pose super pas naturel où vous faites 15 photos avant de sélectionner la meilleure, où vous allez avoir votre meilleur profil. » Donc on va arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que des experts du social vont appeler des réseaux sociaux de vanité. Parce que ils sont tournés autour du selfie, autour du moi, de votre image personnelle et du nombre de likes, de followers que vous allez pouvoir récupérer, qui vont faire votre succès social. Mais c'est pas la vraie vie, c'est pas vous en vrai. Vous ne postez plus finalement la photo de bébé à la plage. L'autre logique qui fonctionne bien pour essayer de sécuriser finalement cette conversation, ça va être la logique de l'éphémère et ce qui a fait le succès de Snapchat. Là encore, on en parlait quand on a fait le sujet sur le social. Vous imaginez bien la nature de certaines photos qui circulent sur Snapchat, notamment utilisées par des jeunes, en se disant « bon, bah, puisque ça laisse pas de traces, je peux y aller ». Du coup, beaucoup utilisées, mais nous, les vieux, on n'est pas forcément beaucoup sur Snapchat. Même si justement, c'est un peu un problème sur la croissance de Snapchat, au-delà du fait qu'ils se sont fait piquer les stories par Facebook, ce qui pose des problèmes sur leur succès après leur entrée en bourse, etc. Mais voilà, on a cette logique d'éphémère et cette logique de réseaux sociaux de vanité. Alors comment on fait pour envoyer des photos, des éléments un peu sensibles pour pouvoir se lâcher sur les réseaux sociaux? Eh bien, il y a tout ce qu'on va appeler le dark social, qui est un terme qui a été utilisé il y a un peu plus de 3-4 ans pour la première fois maintenant. C'est quoi le dark social? Finalement, c'est l'Internet tel qu'on l'utilisait auparavant, c'est la messagerie, c'est l'email, c'est le SMS. Quand j'envoie un SMS à Fabrice, je sais qu'a priori, ça ne va pas être visible de tous mes amis de la Terre entière, c'est sécurisé. Donc s'envoyer des emails de manière interpersonnelle, finalement, ça résiste et ça plaît beaucoup parce que ça protège quelque part votre intimité. Et quand vous voyez en volume la masse d'informations qui transitent aujourd'hui, finalement, les réseaux sociaux type Facebook, etc., sont pas très très importants en volume par rapport à cette logique de dark social. Sauf que Facebook l'a bien compris tout ça. Ils ont vu ce qui commençait à se passer et ils se sont dit, bon, puisque ça marche plus comme ça sur Facebook, on va essayer de travailler autre chose. Et c'est pour ça, alors, il n'a pas réussi à racheter Snapchat, et pourtant il avait mis vraiment des milliards sur la table, et aujourd'hui ça vaut encore plus. Sauf que voilà, puisqu'il n'a pas réussi à le racheter, il est en train de le pilonner gentiment, et il est en train d'essayer d'intégrer dans Instagram et dans toutes les logiques, toutes les marques de Facebook, ces logiques d'éphémère et de sécurisation. Donc ils sont en train de développer ces logiques de messagerie. Et là encore, vous allez me dire, la messagerie, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, sauf qu'il est en train de se passer un truc, c'est qu'on est en train de faire sur les messageries beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire auparavant, puisqu'elles sont devenues mobiles, parce qu'elles sont devenues multimédia. On peut aujourd'hui dans les messageries envoyer des photos, des vidéos, du son, là encore de manière interpersonnelle. On peut créer des groupes, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire très simplement au départ dans cette logique temps réel à travers des emails, etc. Et donc pour tous ceux qui se souviennent un peu de cette histoire, moi quand j'ai commencé à bosser, on avait ICQ, si ça parle à certains d'entre vous. ICQ qui a été racheté fin des années 90 par AOL, et on avait deux gros géants qui se battaient sur l'histoire de la messagerie. Vous aviez un Microsoft d'un côté et vous aviez Yahoo de l'autre, avec un Yahoo Messenger, on parle là de 1998, et vous aviez de l'autre côté un MSN Messenger, et ce petit son très caractéristique quand on recevait un message sur Messenger. Et d'ailleurs, on a laissé tomber MSN, puisque MSN est devenu Windows Live Messenger, et on disait,
j'ai reçu un message sur Messenger. Et finalement, Yahoo a eu du mal, face à cette logique-là, à faire croître son modèle. Et c'était donc Microsoft qui régnait sur cette logique de la messagerie, qui rachète Skype et qui fusionne tout dans Skype. Et là, problème, c'est-à-dire qu'on a effectivement une nouvelle concurrence des réseaux sociaux qui sont devenus des nouvelles logiques de messagerie. Et il s'est passé en fait un espèce d'effet pendule. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber les messageries type Messenger pour aller sur Facebook, mais on s'est rendu compte que Facebook n'était pas sécurisé. Pendant le même temps, Zuckerberg a bien compris que les gens cherchaient de l'éphémère de la sécurisation et donc a travaillé pour relancer un truc qui s'appelle Messenger, mais qui du coup n'est plus chez Microsoft, puisque c'est la solution de messagerie de Facebook. Donc on est sur des évolutions finalement assez rapides sur les 10 dernières années en termes d'usage, et pendant le même temps, il y avait ce fantasme humain de pouvoir dialoguer avec la machine. Ça encore, c'est pas récent. Pour ceux qui se souviennent de 2001, l'Odyssée de l'espace, si vous avez vu ce film, eh bien, je ne sais pas si on doit les appeler des spationautes ou des astronautes, suivant de quel pays vous êtes, ils parlaient avec HAL. Et ils parlaient de manière naturelle avec cette machine qui était donc symbolisée par cette espèce de rond rouge avec la lumière derrière, cette espèce de machine un peu malveillante, mais c'était du langage naturel derrière la voix. Vous savez, comment on fait à travers la voix pour parler avec une machine? Là, je vous ramène dans les années 90 pour ceux qui bidouillaient un peu des machines, des ordinateurs avec des cartes graphiques, des cartes son. Et derrière les cartes son, il y avait une marque assez leader qui s'appelait Sound Blaster. Et les cartes Sound Blaster avaient commencé à développer des premiers assistants vocaux où en fait, ça faisait un peu du coup science-fiction des années 70 parce que vous pouviez taper une question à la machine et pour vérifier que votre carte son était bien installée, la machine vous répondait avec une voix synthétique. Et donc Sound Blaster avait à partir de ses initiales créé un truc qui s'appelait Dr Sbaitso, pour ceux qui étaient un peu geeks et qui s'en souviennent, qu'on bidouillait le truc. Et ça ressemblait à ça. Dr. Sbaitso, my creative labs. Please enter your name. C-H-E-K-H-O-V. Hello, Chekhov. My name is Dr. Sbaitso. I am here to help you. Say whatever is in your mind freely. C'est pas les années 70, hein. On est milieu des années 90. Les questions, bon, vous pouviez pas parler philo avec votre ordinateur, hein, c'est-à-dire que voilà, c'était des questions quand même assez basiques dans la réponse, mais c'était quand même ces premiers essais de robots et d'interfaces homme-machine de manière assez intéressante. Bon. Et puis, alors, hop, non, voilà. On a vu aussi arriver avant le mobile ces fameux assistants, alors assistantes d'ailleurs, souvent, sans vouloir être sexiste, c'était plutôt des femmes avec des noms en A. Donc vous aviez Léa, vous aviez Anna, vous aviez Laura. Je pense que comme moi, vous avez essayé à un moment sur les sites internet ces interfaces-là. En général, vous avez envie de balancer l'ordinateur par la fenêtre. Et vous vous dites, quand vous avez un problème, filez-moi un humain, un vrai, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas la réponse à mon problème. Mais c'est intéressant parce que là encore, on va dire, sur les années 2000, on commence à essayer d'automatiser les fameuses FAQ, les fameuses questions, plutôt que d'aller fouiner dans tout un tas de questions qui sont répertoriées en texte. On essaye de vous donner l'impression que potentiellement il y aurait un humain en vrai derrière, mais vous voyez bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez des questions assez simples sur lesquelles vous allez pouvoir interagir. Donc il se passe un peu tout ça. Et dans le même temps, les messageries, donc ce fameux dark social, sont en train de prendre le pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la petite carte, alors à jour, je ne sais pas si je peux le dire parce que ça change tous les jours. Donc vous avez un Facebook qui règne en maître sur la planète des réseaux sociaux avec 1,8 milliard
de personnes qui sont connectées à Facebook aujourd'hui. Et vous avez un Facebook Messenger qui arrive directement en deuxième position. Donc, il n'y a pas photo, vous voyez, sur la courbe. Mais on dépasse quand même le milliard d'utilisateurs. Sur donc, tout ce que vous avez en rouge, là, les Messenger et WhatsApp, qui sont dans l'écosystème de Facebook. Donc en fait, quand vous cumulez toutes les marques, vous avez plus de 4 milliards de personnes qui aujourd'hui échangent des données dans l'écosystème Facebook. Mais vous avez aussi toutes ces messageries qui fonctionnent bien, notamment en Asie. Alors vous êtes peut-être moins familier de QQ. Je parlais avec l'un des étudiants tout à l'heure de WeChat en Asie en disant que c'était vraiment un réseau social à aller suivre. Donc on voit bien l'importance de cette logique messagerie qui finalement est en train de prendre le pas dans les usages sur les réseaux sociaux parce que les gens se trouvent sécures avec ce type de messagerie, qu'on peut inviter plusieurs amis, qu'il n'y a pas de logique de code, etc. et que ça vous permet finalement d'aller partager les informations qui vous intéressent. Donc les photos, les musiques, les vidéos, etc. avec vos amis. Bon, du coup, Zuckerberg derrière se dit interface homme-machine, messagerie, développement de l'intelligence artificielle, du langage naturel, etc. Et si finalement, les messageries étaient en train de devenir le nouvel Internet ? Je laisse tomber cette logique du social dans les différentes aires. Peut-être que j'ai envie, tout simplement, de poser une question à mon mobile pour avoir accès à une information, sans avoir à me débrouiller tout seul pour aller chercher sur des pages de requêtes dans Google. C'est-à-dire qu'on avait l'Internet, je navigue, je sais ce que je cherche, et de l'autre côté, le search, avec un Google qui règne en maître sur la planète du search, et du coup des marques qui se sont adaptées en termes de stratégie sur des logiques SEO, SEA, etc. La vision prospective, c'est de se dire en fait l'Internet du futur, il est parfaitement serviciel. Je ne vais plus aller taper des requêtes en texte, je vais simplement aller poser une question à mon mobile et je vais avoir une réponse directement. Donc en fait les messageries, elles ont couplé cette logique de dark social dans la sécurisation, elles ont couplé cette logique de rich media avec la possibilité de gérer des contenus audiovisuels et potentiellement demain, on va pouvoir coupler là-dedans tout ce qui va être réalité virtuelle. Et c'est pas pour rien, là encore, que Facebook avait dépensé des milliards pour aller acheter des technologies type Oculus Rift, à tel point que la planète entière fait un usage de plus en plus récurrent de la messagerie. Et ça ne fait que s'accélérer, puisque plus la messagerie va devenir servicielle, plus on va y avoir recours. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde, plus d'un internaute sur 2 utilise quotidiennement une messagerie instantanée. Si vous regardez au niveau hebdomadaire, on a quasiment la totalité des internautes qui, aujourd'hui, utilisent ça. Donc, forcément que sur votre mobile, vous avez du Messenger, parce que Zuckerberg ne vous a juste pas laissé le choix. Il a été suffisamment malin à un moment pour sortir Messenger de Facebook quand il a commencé à sentir finalement que Facebook était en train de lui échapper sur cette logique de partage originel et de réseaux sociaux, pour faire de Facebook finalement un métamédia personnalisé, donc c'est un fil d'actualité. Je vais pas revenir sur les instant articles, etc. Et une autre logique derrière avec un Messenger, où là encore il a été très malin. Il n'a pas fermé le code de Messenger, il l'a ouvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui codent peuvent aller dans Messenger, fabriquer leurs propres interfaces conversationnelles. C'est hyper simple. C'est un peu aussi ce qui avait foutu Google dedans sur les Google Glass, etc., avec des systèmes qui étaient trop fermés. Là, il a absolument tout ouvert et vous n'aviez plus le choix, c'est-à-dire qu'à un moment, vous étiez dans Facebook, vous deviez installer Messenger comme interface de messagerie par défaut, et même si vous alliez trop loin sans faire gaffe, Messenger devenait quelque part votre plateforme de lecture de messagerie pour tout lire, même vos SMS. Pas forcément dans votre téléphone, dans la rubrique messages du téléphone, mais si vous n'avez pas fait gaffe dans les paramètres, peut-être que certains d'entre vous reçoivent vous recevez vos SMS dans Messenger. Donc on voit en fait se développer quelque chose de complètement nouveau qui s'accélère par des nouvelles technologies qui sont aujourd'hui pilotées par la voix.
Parce qu'on a parlé donc de texte. Dans Messenger, aujourd'hui, je continue à envoyer plutôt des messages textuels. La star du CES de cette année, c'était véritablement Alexa. Alexa, qui est, on va dire, le petit nom de l'intelligence artificielle vocale de Amazon, qui lui aussi a été suffisamment malin pour ouvrir en fait Alexa à tous les industriels, tous les fabricants. Des fabricants de frigo, aujourd'hui, peuvent intégrer Alexa dans le frigo. Vous êtes fabricant de voiture, vous pouvez intégrer Alexa dans la voiture. Ça sert à quoi? Alexa, c'est donc cette interface de langage naturel qui vous permet, à travers la voix, d'aller poser une question. La machine va comprendre ce que vous dites, le transcrire, et va même être capable de vous répondre de manière naturelle, comme si vous aviez un humain, finalement, qui vous parle. Tous les GAFA travaille sur cette logique d'assistant vocal personnalisé. Donc, que vous disiez OK Google à votre téléphone, dis Siri ou que vous parliez à Cortana, on a des enjeux industriels colossaux aujourd'hui entre tous les géants industriels pour intégrer ces logiques, pour faire des produits intelligents pilotés par la voix. Et tout ça donc est rendu possible par des nouvelles technologies. Donc tout ce qui est d'un côté compréhension du langage naturel et de l'autre côté, restitution du langage naturel. Tout ça couplé avec des logiques de machine learning ou de deep learning qui font que ces machines, finalement, au fil du temps, vont être capables d'apprendre de leurs erreurs au fil du dialogue avec des humains. Donc, finalement, c'est assez intéressant. Nous, on se dit, on est simplement là dans une évolution naturelle des usages, de moins en moins d'applications, de plus en plus de gens qui, à travers ces messageries, vont poser des questions, mais des questions à leurs amis, mais des questions aussi au web et des questions aux marques. Et donc, rentrer en relation avec une marque, quand on va avoir une question à poser sur un produit, quand on va avoir commandé quelque chose en ligne et vouloir récupérer de l'information sur où en est mon colis, on va simplement poser la question vocalement à notre mobile, et celui qui gagnera cette bataille aura finalement peut-être gagné la bataille du search. Parce qu'aujourd'hui, je me poserais beaucoup plus de questions si j'étais Google que si j'étais Facebook, parce que le jour où Facebook lance son propre moteur de recherche sur l'ensemble de ses plateformes de contenu, et technologiquement aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui l'en empêche, il va prendre la main grâce à cette logique de messagerie sur un truc que Google ne sait pas faire au niveau du search. C'est pouvoir proposer des réponses de marque à travers des chatbots. Et ils ont déjà, chez Facebook, développé plusieurs dizaines de milliers de chatbots en France en quelques mois, en créant le search de demain. Donc voilà, c'est quand même assez important tout ça. Et c'est pour ça que beaucoup de marques, beaucoup d'annonceurs viennent nous voir en disant « Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Comme souvent, l'approche n'est pas bonne dans la première instance, c'est-à-dire qu'on voit des technologies arriver et on nous dit « Qu'est-ce que vous pouvez me produire autour de cette technologie ?» Il ne faut jamais partir de la technologie, il faut toujours partir de l'audit des besoins et des usages. Donc, j'ai des clients qui ont besoin de services, je suis à l'ère des living services, des objets connectés. Si je devais fantasmer complètement mon service aux clients à l'ère de l'économie collaborative, etc., ça pourrait être quoi? Et ensuite, comment la technologie peut m'aider? C'est sûr que si vous avez une problématique de service client et de réponse, il faut vous poser la question du chatbot. Mais plein de gens sont allés sur des chatbots en disant « c'est le truc à la mode, je veux mon chatbot, faites-moi un chatbot » et qui ont sorti des interfaces complètement inutiles parce qu'ils ont voulu aller vite, sans trop réfléchir, et du coup, ils ne reviennent plus du tout sur ces interfaces-là. Bon, donc un petit peu de pédagogie. Des chatbots, vous en avez de deux natures. Vous avez d'un côté le chatbot simple, de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le chatbot complexe. La différence entre les deux, c'est que dans le chatbot complexe, vous allez mettre une intelligence artificielle, alors que finalement, votre chatbot simple, c'est simplement, on va dire, un software qui est capable d'interpréter certaines questions texte et d'aller ressortir certains mots-clés
notamment dans les fameuses facs dont je vous parlais. Donc finalement, le chatbot simple, c'est l'évolution de toutes nos assistantes virtuelles en A, qu'on a vu, là, les Anna, Léa, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le truc est censé un peu mieux marcher que par le passé. Bon, souvent, il ne faut pas non plus vouloir aller dans le truc d'intelligence artificielle pour pondre un truc qui ne marche pas. Vaut peut-être mieux commencer quand même modeste. Bon. Ensuite, alors désolé, vous lisez peut-être pas très très bien sur le contraste avec l'écran. Il y a, on va dire, 4 natures de chatbots différents en fonction de ce que vous souhaitez faire. On va commencer par le chatbot entertainment. La seule vocation de ce chatbot-là, c'est de vous faire passer du temps avec la marque autour d'une logique ludique. C'est du jeu, c'est marrant, c'est sympa. Je vais vous montrer différents exemples, différentes illustrations. Mais du coup, dans l'industrie des loisirs, par exemple, vous avez beaucoup de chatbot entertainment. L'idée, c'est que contrairement à de la publicité ou ce que vous pouvez faire en vidéo, c'est l'individu qui choisit lui-même d'aller passer du temps avec la marque, parce que c'est fun. Et le temps, l'attention qu'on va pouvoir porter à la marque, c'est clé aujourd'hui. Toutes ces logiques d'économie de l'attention dont on parle sont vraiment importantes. Donc le chatbot peut apporter une solution à travers le jeu qui marche toujours bien pour que vos clients passent du temps avec votre marque. Le chatbot commercial, lui, il a une fonction qui est claire, augmenter votre business. Comment je fais pour augmenter le business à travers un chatbot commercial ? En fait, c'est simple. Je vais répliquer en digital ce que les gens vont chercher dans une expérience commerciale dans le physique, à savoir de l'expertise, parce que j'ai un humain en face de moi qui, d'une, connaît super bien ses produits, et deux, s'il n'est pas trop idiot, est capable de me faire parler en tant que client pour vraiment identifier quels sont mes besoins et faire le match entre les deux. Le problème, sur Internet, et quand on a parlé pareil du futur du retail, entre ces logiques de web rooming versus showrooming, etc., c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de vos clients vont vous dire « trop de choix, tue le choix ». Arriver sur Internet en tapant dans un moteur de recherche avec des milliers de réponses possibles et débrouillez-vous à trouver le produit qui vous intéresse, les gens n'ont plus envie de le faire. C'est trop compliqué, ça prend trop de temps. On est devenu trop feignant par rapport à ça. Alors, ça peut procéder du truc. Par exemple, vous cherchez vos prochaines vacances. Vous avez même vu peut-être des publicités là-dessus, à dire on voyait quelqu'un endormi sur son ordinateur avec sa femme qui arrivait derrière, qui c'est bon, t'as trouvé nos vacances, genre ça fait 3 jours que je cherche, que je compare les prix. Alors oui, c'est génial. Le consommateur a le pouvoir, il peut comparer tous les prix d'un clic, etc. Mais on n'a plus envie de le faire. Le chatbot commercial, il va vous poser des questions. Vous arrivez sur un site, dit voilà, est-ce que je peux vous aider ? Et on va faire passer cette expertise autour de vos produits, pas en parlant des produits, mais en s'intéressant au client à travers quelques questions clés qui vont vous permettre non pas de lui proposer l'ensemble de la gamme et débrouille-toi, mais réduire le choix. C'est impressionnant en termes de conversion ce que ça peut changer. Il y a tout un tas d'études marketing qui ont été faites là-dessus, entre vous mettez des personnes dans une pièce où il y a un choix réduit, où il y a un choix très large. Le choix réduit avec l'expertise transforme beaucoup plus que de laisser le consommateur choisir. 2 autres types de chatbots. Vous allez avoir un chatbot serviciel. Donc là, il répond à un besoin qui n'est pas forcément commercial. Peut-être que la transaction a déjà eu lieu, mais vous êtes dans l'accompagnement client. Comment je vais pouvoir, au fil du temps, être proche de ce client et lui démontrer que je m'inquiète de la qualité de service que je peux lui proposer à travers une relation plus continue. Et le dernier chatbot est le chatbot expérientiel, où là, on est proche quelque part de la logique entertainment, puisqu'on essaye de vous faire passer du temps. Mais finalement, cette logique expérientielle, on va essayer de vous faire vivre quelque chose de fort. Vous allez comprendre à travers le petit exemple que je vais vous montrer. Bon, alors, exemple de chatbot serviciel. Vous êtes sur voyagesncf.com, vous avez déjà acheté votre billet de train, et en fait, vous voyez, vous pouvez envoyer dans Messenger directement votre transaction. Et du coup, dans vos amis, vous allez récupérer sur Messenger Voyage SNCF au milieu de tous vos copains. Et vous allez pouvoir dialoguer avec Voyage SNCF exactement comme si c'était votre copain Fabrice, en posant des questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que mon train est en retard ? De quel quai il va partir ? Etc. Et je vais pouvoir suivre en temps réel
ce qui se passe est finalement dialoguer avec la SNCF. Je dématérialise mon billet de train avec mon QR code qui arrive là. Je peux suivre en temps réel la position de mon train entre Paris et Lyon, savoir où je suis, etc. Donc je suis vraiment dans le service. J'ai pas vocation à augmenter mon business. J'offre davantage de services à mon client. Et puisque tout le monde a Messenger, vous avez vu 1 milliard d'utilisateurs, je vais pas m'enquiquiner à vouloir faire la promotion d'une application dédiée. Ok, ça c'était avant. Tout le monde a Messenger, eh ben, je vais aller fish where the fishes are, parce que mon audience elle est là, je vais sur Messenger parce que je sais que les gens l'ont déjà dans leur poche. Donc je vais utiliser cette audience pour aller proposer mon service. Ok, donc ça c'était le premier exemple. Vous avez des logiques qui fonctionnent bien aussi comme ça sur de l'accompagnement, par exemple, vous voyez sur des... excusez-moi. Ça c'est l'avantage des montres connectées quand le téléphone sonne. Sur les sites, ça pareil, vous l'avez probablement vécu. Vous avez le petit pop-up en bas, alors avec une photo qui n'est certainement pas le vrai visage de la personne que vous avez au bout, mais c'est pas grave, qui vous dit si jamais tu as une question sur le site, surtout tu n'hésites pas, je suis là. C'est rien à faire, mais en termes de perception de vos clients sur ah bah au moins ils s'inquiètent de savoir si je suis perdu, si j'ai le moindre souci, j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner, et ce 24 heures sur 24, si je suis sur un site à 3 heures du mat, on peut m'accompagner. Ça, vous voyez qu'en termes de satisfaction client, dans l'expérience de navigation sur Internet, c'est hyper important. Vous avez aujourd'hui des sites où il y a et des sites où il n'y a pas. Tout simplement. Donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire sur les logiques d'accompagnement. Alors là, on est dans le chatbot expérientiel. Vous aviez en novembre dernier le mois sans tabac. Si certains d'entre vous ont été exposés à ça et sont fumeurs, bah c'est compliqué d'arrêter de fumer. Donc ils ont décidé de lancer un chatbot pour arrêter de fumer. Ah, comment ça marche ? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir dialoguer avec une communauté de personnes qui, comme vous, a envie d'arrêter de fumer. Vous récupériez... Ah, la vidéo freeze un petit peu, désolé. Vous pouviez récupérer comme ça des challenges au quotidien. Vous pouviez dialoguer avec votre communauté, des petites piqûres de rappel. Ce qui est intéressant avec un chatbot, c'est qu'une fois que vous l'avez installé, exactement comme votre maman peut vous envoyer un message sur Messenger, eh bien la marque peut vous ressolliciter pour aller au quotidien garder le contact. On n'arrête pas de parler de retargeting client dans le digital, où on se dit est-ce qu'on n'est pas intrusif ? Là vous n'êtes pas intrusif puisque c'est la personne qui a décidé de l'installer, ce chatbot. Elle peut le désinstaller quand elle veut. Donc c'est très intéressant parce que le chatbot peut venir taper à votre porte. Bon, je passe parce que du coup la vidéo elle tourne pas, ça marchait tout à l'heure, mais voilà, comme d'habitude. Chatbot commercial. Noël dernier, Sephora, comme tous les ans, vous posez la question de dire quel cadeau vais-je offrir à maman ? Eh bien, ils ont proposé sur le mobile cette logique pour Noël de chatbot commercial, où vous pouviez, donc à travers quelques questions simples, décidément j'ai pas de chance, toutes les vidéos étaient super fluides tout à l'heure et ça ne marche plus, on vous demandait donc quel âge a votre maman, est-ce qu'elle a déjà acheté telle ou telle marque, est-ce qu'elle est plutôt sensible à ci ou à ça, etc. Exactement comme si vous étiez carrément. Exactement comme si vous étiez dans un magasin Sephora face à un vendeur qui vous pose des questions pour aller affiner le choix. Sauf que du coup, vous avez le vendeur dans votre poche, directement. D'accord ? Donc là, on est sur une logique où je réduis le choix et donc je vais augmenter mon taux de transformation de manière assez sensible. Bon, désolé pour les vidéos, je sais pas ce qui se passe. Et donc il y a pas mal de marques qui testent aujourd'hui ces types de solutions sur lesquelles on dit qu'il y a de l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai, c'est pas forcément très très élaboré, mais vous avez donc vous voyez des Lacoste qui l'ont fait, vous avez des marques comme The North Face qui ont bien médiatisé leur truc, qui ont utilisé l'intelligence artificielle d'IBM Watson derrière ce système-là pour poser des questions aux clients et du coup arriver à la meilleure recommandation produit possible. Donc ça c'est la logique commerciale. Dernière logique, alors je n'ose cliquer pour voir ce qui va se passer sur la vidéo, mais c'est le chatbot entertainment. Pour moi, il y avait un cas royal de chatbot entertainment, c'est l'exemple que j'ai choisi de vous montrer. C'était pour la sortie du dernier Star Wars Rogue One,
où ils ont lancé un chatbot entertainment comme ça. Vous pouviez passer facilement plus de 3 heures à dialoguer. C'est comme un jeu, en fait, sur votre mobile, mais dans Messenger. C'est-à-dire qu'en fait, vous ajoutez Star Wars dans votre liste de copains, et vous rentrez dans cette logique où, en fait, première question, vous avez un droïde qui vient vous parler, qui dit, voilà, je suis un droïde de la rébellion. Je veux déjà savoir si vous êtes du côté obscur de la Force ou pas. Donc il y a quelques questions pour essayer de voir jusqu'à quel point vous connaissez bien l'univers Star Wars. Et après, le jeu commence. C'est-à-dire qu'on vous immerge complètement dans l'univers de la marque. On vous fait tester différents logos, différentes images du film pour voir si vous connaissez bien. Et le robot va réagir en question. Donc c'est hyper, hyper bien foutu. Et ça a donc été lancé par Lucasfilm. Donc vous pouvez, si vous avez Messenger, donc chercher Star Wars comme si c'était un ami, et vous pouvez du coup jouer avec ce petit bot qui est assez intéressant. Et des chatbots du coup comme ça, vous en avez plein dans les chatbots entertainment. C'est drôle, dans les clients chez Dentsu, il y a Warner Music. Et ils m'ont interrogé il y a quelques mois en me disant, est-ce que nous qui faisons la promotion de certains artistes, on a intérêt à lancer des chatbots ou pas ? Je dis, bah oui, il faudrait un petit peu vous réveiller parce qu'effectivement, des chatbots, il y en a déjà pas mal. Et à tel point, parce que je vous disais que Messenger était ouvert, que vous avez des communautés de fans qui ont fabriqué des chatbots d'artistes avant même que les maisons de disques le fassent. Donc, vous avez comme ça, par exemple, à droite, vous avez le Bieberbot, qui est donc le chatbot de Justin Bieber. Donc, alors c'est assez marrant parce qu'effectivement, vous avez l'impression de dialoguer avec la star comme si elle était là. C'est plutôt bien foutu. Vous avez à gauche, donc c'est Robbie Williams. Ils ont fait le Robbot. Et pareil, donc, alors c'est drôle parce que vous voyez, donc j'ai envoyé un petit mot, donc il m'a répondu Hey Benoît avec un petit cœur. Bon. I hope you have fun here, etc. Donc c'est comme si je parlais avec Robbie Williams, puis à un moment, je lui pose des questions. Est-ce que tu vas faire un concert bientôt ? C'est quoi la dernière chanson que tu vas sortir, etc. Et le truc est plutôt bien foutu. Bon, puis vous jouez un peu avec 5 minutes parce que voilà, vous voulez voir un peu comment ça marche, puis vous laissez tomber le truc. Et puis du coup, une semaine après, il y a Robbie Williams qui vous renvoie un message qui dit « Hey, salut Benoît, bon, je suis triste, tu parles plus avec moi, qu'est-ce qui se passe, tu m'aimes plus ?» Enfin bon. Donc, vous voyez, dans ces logiques de retargeting, c'est super efficace parce que finalement, on est sur une logique qui finalement fait parler d'une marque. Robbie Williams, c'est bien une marque. Sauf qu'on est sur cette logique de jeu, de service, de ludique, qui fait que ça passe beaucoup mieux, que vous n'avez pas de problème d'attention comme vous pouvez l'avoir dans des logiques publicitaires un petit peu classiques. Donc en fait, ces bots qui aujourd'hui sont avant tout des solutions pour essayer d'enrichir le service client sont finalement en train de devenir beaucoup plus que ça, comme je vous le disais, et sont en train de révolutionner ce que le search pourrait être demain, puisque si je me pose une question et que je ne vais plus dans Google, mais que je vais dans mon assistant Messenger, et le nom de l'assistant Messenger dans Facebook, c'est M, projet M. M pour Moneypenny. Moneypenny qui est l'assistante de James Bond, comme vous le savez. James peut tout demander à Moneypenny, elle est corvéable à merci pour lui. Eh ben, c'est le nom donc, que Facebook a choisi de donner à son interface, M, parce que vous allez pouvoir lui demander n'importe quoi. Commande-moi un Uber. Plus besoin d'aller dans l'application Uber. Vous le demandez directement à M. C'est la fête des mères, zut, j'ai oublié, commande-moi un bouquet de fleurs. Fais livrer les fleurs à telle adresse. C'est quand déjà la date d'anniversaire de mon père ? Vous pouvez demander n'importe quoi. Vous avez une personne, corvéable à merci, qui peut répondre à toutes vos questions, à tous vos souhaits, à toutes vos envies. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes une marque demain, vous avez intérêt à sacrément travailler votre top of mind. Parce que vous n'aurez plus le choix de sortir en 2e ou 3e position. Je parlais avec un client à nous qui s'appelle Carglass de ça. Carglass, ils ont
voulu travailler ce top of mind très longtemps, le choix naturel, Carglass répare, Carglass remplace, etc. Mais du coup, la question, c'est de se dire comment je fais pour que la personne dise à cet assistant où est le centre Carglass le plus proche de chez moi, plutôt que de dire comment je fais pour remplacer mon pare-brise, il est pété. C'est pas la même chose. Donc, ça veut dire que potentiellement dans le futur, vous allez rentrer en business avec Facebook sur des logiques de search et rentrer sur d'autres logiques de paiement, de mots-clés, d'enchères. Vous croyez avoir déjà tout vu avec Google sur la manière dont ça pouvait se passer sur les stratégies search. Eh bien, on va réinventer la stratégie search de demain à travers ces fameux chatbots. Donc, c'est beaucoup plus qu'une logique d'interface et de service client et d'intelligence artificielle. On est en train de fabriquer l'Internet de demain avec tout ça. Et donc voilà, vous avez le petit logo de Facebook M derrière. Et donc, Alexa, même combat. Hein. Je vais parler à mon frigo demain, je vais lui demander de me commander automatiquement des produits si j'en ai plus, etc. Et en fait, vous avez d'un côté des technologies et de l'autre côté des interfaces. Stratégie d'Amazon à travers Alexa, c'est Echo. Echo, donc c'est cette petite borne que vous avez en haut à gauche, donc c'est un petit objet. Il y a simplement une petite lumière qui tourne, il y a 2 boutons dessus et basta. Donc ça, tout se pilote par la voix avec Echo. Vous pouvez l'installer chez vous et vous avez même donc le gros Echo qui est le Echo qui pilote, on va dire un peu toute votre maison. Que vous allez mettre dans votre salon. Et vous avez un peu plus petit, ce que vous avez à gauche, là, ça ressemble plus à un petit palais de hockey, ce qui s'appelle le Echo Dot, qui est beaucoup plus fin, qui sont des relais en fait du gros. Donc vous allez pouvoir mettre ça dans toute votre pièce. À quoi ça sert ? Premier usage d'Echo, c'est de diffuser de la musique. Donc là encore, par rapport au search, vous allez dire OK Alexa, puisque donc vous l'interpellez avec Alexa pour la réveiller. Mets-moi une musique de jazz, s'il te plaît. Vous pouvez dire « mets-moi du jazz s'il te plaît » ou dire « joue-moi ce morceau ». Mais ce qui est génial dans Echo aussi, parce que les gens l'utilisent beaucoup autour de la musique, là pareil, il y avait une publicité à la télé il n'y a pas longtemps, et les gens disaient « c'est le morceau qui fait na 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 na, c'est comment ce truc ?» Alors on a Shazam, mais potentiellement vous pouvez dire à Echo « c'est quoi le nom du morceau de musique où il y a telle parole dedans ?» Il va vous le retrouver. Et vous faites ça juste avec la voix. Dans votre salle de bain, dans votre chambre, partout dans la maison. Echo, Alexa, commande-moi, s'il te plaît, des céréales, il n'y en a plus. S'il te plaît, baisse-moi les lumières. Est-ce qu'il reste du carburant dans ma voiture ? J'en suis où ? C'est-à-dire que vous avez interconnecté absolument tout le système. Et vu qu'Alexa s'est ouvert et travaille avec beaucoup d'industriels, c'est hyper intéressant. Parce que du coup, il y a ce combat Facebook versus Amazon. Vous avez des contrats industriels avec du Microsoft, notamment avec des Nissan ou des BMW, c'est-à-dire que vous allez parler avec votre voiture BM grâce à Cortana pour pouvoir tout piloter. Sur la musique, pareil, vous avez des interfaces de ce type. Donc ça, c'est des interfaces du domicile, type Prism, qui est capable de vous identifier à travers votre mobile. Donc Prism se connecte en fait à vos enceintes et va diffuser votre musique préférée. Il auto-apprend. Quand vous aimez une musique qui vous est proposée, vous cliquez sur le cœur. Si vous n'aimez pas, vous cliquez sur la croix. Et en fonction des téléphones qui sont là et des croix et des cœurs qui sont cliqués, le système auto-apprend. Ah, Benoît, il est tout seul, sa musique préférée, c'est ça, ok. Ah, tiens, là, ils sont en couple. Donc, en fait, le meilleur truc, vu l'heure qu'il est, je vais leur mettre plutôt une musique un peu ambiance, romantique, machin. Ah, tiens, ils sont 10 dans la pièce. Peut-être qu'il a un apéro avec des potes. Je vais sélectionner plutôt une autre playlist. Et ça, c'est français, monsieur, dame. Et ça fonctionne super bien. Pareil, ça a été primé au CES. Mais on est pareil donc sur ces interfaces homme-machine intéressantes. Et vous avez dans tous ces objets des personnalisations différentes. C'est-à-dire que Facebook, quand vous êtes en mobilité, c'est votre smartphone, votre assistant personnel, donc c'est M. Et peut-être que finalement, à domicile, ça va être Alexa ou peut-être l'un de ces petits robots. Celui-là s'appelle Jibo. Jibo, c'est un projet qui a été lancé en crowdfunding aux États-Unis. Il est beaucoup plus sympa que Echo.
parce que Echo c'est moche, c'est juste ça ressemble à une enceinte connectée. Là, ça plaît beaucoup plus aux enfants, parce que vous avez, on a l'impression d'avoir ce petit robot comme dans Pixar au début là, avec un truc qui ressemble un peu à un œil qui tourne, etc. Bon. Donc quand ils ont lancé ce projet de Jibo, d'assistant personnel que vous pouvez piloter à la voix et à qui vous pouvez demander tout et n'importe quoi, ça a explosé sur la planète. Tout le monde a dit je veux Jibo chez moi, parce qu'il peut m'accompagner dans mes recettes de cuisine, il peut divertir les enfants pour aller leur raconter des histoires le soir. Oui, alors sur le rôle des parents, on peut en parler, mais bref. Donc ça se substitue à moi, ça se substitue à plein de trucs. Et en fait, il y a eu un gros problème, ça a fait un scandale sur Internet il n'y a pas longtemps, parce que tous les Français, par exemple, qui avaient envoyé du fric pour cofinancer le développement de ce robot, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas avoir un Jibo aujourd'hui en France, parce que ça ne respecte absolument pas la protection des données personnelles. Notamment pour pouvoir fonctionner, ce petit robot, il fait de la reconnaissance faciale pour pouvoir identifier les individus au foyer. Donc je sais que ça c'est Benoît, je sais que ça c'est Fabrice. C'est totalement interdit en Europe d'avoir ce type d'interface connectée avec de la reconnaissance faciale qui exploite les données, etc. Aux États-Unis, ça leur pose pas de problème. Chez nous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc elle a dû rembourser, la fondatrice de Jibo, elle a dû rembourser tous les donateurs européens. Mais voyez bien qu'il y a cette logique d'interface qui est intéressante, en fonction du lieu où je me trouve. Si je suis chez moi à domicile, je vais avoir peut-être du Echo ou du Jibo. Si je suis en déplacement, je vais peut-être avoir du mobile. Et puis, tout le monde travaille donc sur ces logiques d'interface pour personnaliser en fait le chatbot. Dentsu, c'est japonais, donc je vous montre l'exemple japonais qui est toujours un peu plus barré que les autres. Et bien voilà, on pourrait personnaliser votre assistant personnel à travers un hologramme. Donc en 3D. Voilà, donc plus sympa que la borne Echo ou que le petit Jibo. Là, on a carrément, alors là encore, si vous avez vu le film Her et compagnie, on est dans cet assistant qui me suit. Et donc dans Her, il tombait amoureux de cet OS, de cet assistant personnel, parce qu'il devient parfait. Il est capable d'anticiper vos goûts, de savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc voilà, c'est effectivement la personne parfaite. Bon voilà, donc ça c'est la version japonaise du truc. Et puis on peut aller beaucoup plus loin au Japon, puisque si vous venez à l'accueil chez Dentsu à Courbevoie à la Défense, on a un petit robot Pepper de SoftBank qui interagit avec les clients qui viennent chez nous pour les divertir, les informer sur ce qui se passe chez Dentsu. Et un peu plus spooky, ils vont jusqu'aux humanoïdes au Japon, avec certains de ces robots qui sont devenus des stars. Et ils ont commencé à cloner comme ça des Brad Pitt en robots humanoïdes. C'est assez simple à faire. Donc c'est un peu effrayant. Mais en tout cas, au Japon, voilà, ils réfléchissent à la meilleure interface possible pour personnaliser ce fameux chatbot et en faire finalement votre meilleur compagnon. Donc, on a vu pas mal de choses. Il y a plus de 30 000 bots qui ont vu le jour depuis 1 an en France. Vous voyez qu'effectivement, comme je vous le disais, on est sur un usage de la messagerie de plus en plus fréquent qui va favoriser l'usage des chatbots. Un usage des messageries qui est prévu vraiment à exploser, et le messaging qui est devenu le premier choix pour la génération Y pour aller interagir. À tel point qu'on vous dit, certaines personnes futurologues comme ça, qui vous disent que d'ici 5 ans, 80% des applications finalement se déplaceront sur des plateformes de messagerie qui intégreront des bots. Quand vous interrogez finalement les marques, oui, c'est un sujet aujourd'hui, mais on a 38% des marques françaises qui se posent la question seulement, entre guillemets. Vous avez 79% qui, d'ici 2020, devraient avoir investi dans une solution d'interaction bot. Mais pourquoi ? Mais c'est simple. Il n'y a pas à se poser la question de se dire est-ce que c'est une mode ou pas. Ce sondage de Bot Nation est quand même assez parlant. Ils ont fait un sondage auprès des 140 plus grandes marques françaises pour essayer de voir comment elles interagissaient avec leur public. En fait, c'est assez simple. Dans la quasi-totalité des cas, les marques ne répondent pas en fait, à leurs clients. Soit, dans un cas, vous désactivez
complètement la fonctionnalité Messenger de dialogue, c'est-à-dire que vous fermez toute possibilité de réponse à une question sur les réseaux sociaux avec vos clients. Et pour autant, ce qu'ils attendent sur les réseaux sociaux, c'est du dialogue, c'est pas de la pub. Les gens ne veulent pas de la publicité dans leur fil Facebook, ça c'est pas vrai. Ils veulent effectivement pouvoir faire du vrai 2.0. Alors si vous fermez purement et simplement le truc, c'est quand même un petit peu compliqué. Et dans l'autre majorité, quand Messenger est activé, il se passe rien. C'est-à-dire que soit elles répondent pas, soit elles répondent très très tard. Et vous avez aujourd'hui des niveaux de maturité qui sont très très différents. On voit des banques ou du secteur automobile aujourd'hui qui sont plutôt en avance sur cette logique d'interactivité à travers les réseaux sociaux, alors que des sites de e-commerce ou de médias aujourd'hui finalement sont un petit peu plus à la traîne là-dedans. Donc en fait, si on regarde les résultats de cette étude, ils font un peu peur, c'est-à-dire que vous avez donc tout le dispatch ici, 80% de ces grandes marques aujourd'hui ne répondent pas sur leur page Facebook. 24% désactivent, 56% ont un Messenger activé mais ne répondent jamais à la question qu'un client peut leur poser. Et dans l'autre cas, quand ils répondent, donc il y a seulement 20% de ces grandes marques qui répondent, dans 15% des cas, c'est une réponse humaine aujourd'hui, donc ça coûte quand même un petit peu cher en RH. Et puis dans 5% des cas, vous avez un bot. Et puis il y a l'autre chose qui est le temps de réponse. Entre la promesse et la réalité, le temps de réponse moyen à une question client sur Internet aujourd'hui, c'est 2h48. On n'a pas envie d'attendre 2h48. On est dans une génération digitale de l'instantanéité. Quand vous avez un problème, quand votre colis n'est pas livré, quand vous voulez savoir où il est, vous voulez une réponse tout de suite. 3 heures plus tard, c'est trop tard. Et vous voyez, entre ce qui est promis d'un point de vue marketing et la réalité, vous voyez les écarts. Donc en fait, c'est assez simple. Il y a des marques qui s'en sortent super bien, qui ont bien compris le truc. Ikea, en tête, où vous avez une réponse quasi instantanément du tac au tac quand vous allez poser une question. Vous avez un Volkswagen qui s'en sort bien aussi, ou un Coca-Cola sur les 3 premières marches du podium. Mais il y a énormément de progrès à faire en France dans cette logique d'interactivité de clients qui veulent simplement qu'on réponde à leurs questions. Et le bot, finalement, pour un investissement qui peut être modeste, puisqu'avec quelques milliers d'euros, on peut faire un chatbot simple, vous rentrez déjà pour répondre à cette frustration de vos clients. Vous allez simplement répondre à leurs questions, même si c'est des facs. Comme je vous le disais, s'il y a une personne avec une technologie qui dit « je peux vous aider », c'est quand même assez intéressant. Donc en fait, voilà, on se dit que on va de toute façon vers ça, de plus en plus vers ces logiques d'interface mobile, qu'aujourd'hui, les Français ne connaissent pas encore trop les chatbots. Vous voyez, dans la grande majorité des Français, ils n'en ont jamais entendu parler, d'où ma maman qui me parlait de Chabot. Sur ceux qui connaissent, donc on est à 20% des gens qui sont capables de vous dire c'est quoi un chatbot, à quoi ça sert. Bien sûr, c'est plus les jeunes que les plus âgés qui connaissent le truc, mais ils n'en attendent pas la lune, hein. Quand on leur dit qu'est-ce que vous attendez d'un chatbot, les horaires d'ouverture, la localisation géographique du magasin, enfin des choses assez simples finalement. Donc pour conclure sur nos convictions là-dessus, je voudrais simplement vous parler de cobotique. Je ne crois pas au robot qui peut remplacer l'humain. J'ai beau bosser dans la prospective, non, non, non. Le robot est intéressant quand il augmente l'humain. Et ça, c'est une vision chez Dentsu qui est hyper importante. C'est pour ça que ce terme de cobotique n'est pas encore trop utilisé, mais je pense que vous allez l'entendre de plus en plus dans les mois qui viennent. En fait, il faut utiliser la machine pour faire un peu le sale boulot au départ, trier les questions, les orienter, mais à partir du moment où ça devient un peu touchy, rien ne remplacera jamais un humain. L'humain n'est pas capable de faire de la création, n'est pas capable de faire de l'humour, et pour autant, sur le chatbot de la SNCF, vous pouvez leur demander de vous raconter une blague. Ils vous racontent des blagues sordides parce qu'ils ont essayé d'humaniser le truc et de faire de l'humour. Donc, il faut y aller doucement dans cette logique de chatbot. Il ne faut pas attendre, parce que c'est maintenant que ça se passe, mais il faut commencer simple. Il faut y aller d'une manière efficace, essayer de d'abord y aller simple, comprendre quelles sont les questions et croître au fur et à mesure. Donc avoir une solution mesurable pour pouvoir traquer ce qui se passe, quelles sont les questions de vos clients, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, et puis avoir une solution qui va être capable d'apprendre
de ces logiques-là. Il y a une logique hyper importante aussi sur le chatbot, c'est le ton. C'est pas simplement une machine froide. Il ne faut pas essayer de dire aux gens c'est un humain alors qu'en fait c'est une machine. Ça, c'est vraiment pas le bon conseil. Les gens, ils s'en foutent. Savoir que c'est un robot, fine. Du moment que ça répond à mes questions, pas de souci. Savoir quand c'est un humain, savoir quand c'est une machine. Mais regardez, je reprends mon truc de Star Wars là. Le ton que vous allez utiliser, suivant que vous êtes une marque plutôt sérieuse ou plutôt jeunes, sympathique, etc., tout le champ lexical que vous allez utiliser est vachement important. Là, mon droïde, il me demandait « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas être surveillé ?» Je réponds « Je ne sais pas ». Le robot répond « Moi non plus ». Ce qui est plutôt pas idiot, parce qu'on ne peut pas coder absolument tous les mots, c'est pas possible. Donc il faut essayer de trouver le bon moyen d'essayer de répondre à la question, parce qu'il y a systématiquement un phénomène qui va arriver quand vous lancerez votre bot, c'est ce qu'on appelle cheat the bot. Un humain veut toujours pousser la machine à la faute pour dire « ça marche pas ». Si vous avez eu Siri entre les mains pour la première fois et que vous avez essayé de dialoguer avec votre téléphone, je vous le donne en 1000, vous lui avez demandé de vous raconter une blague ou vous lui avez parlé de sexe. Tout le monde le fait. Ça, c'est le truc cheat the bot pour se dire, bon, jusqu'où est-ce qu'il est capable d'aller. Donc, forcément, les gens vont poser des questions un peu bizarres et des fois, effectivement, ça marche pas. C'est-à-dire qu'on a essayé ça. Est-ce que vous me recevez toujours ? Si vous prenez des mots un peu trop tordus, oui, parfaitement. Le truc tourne en boucle et peut vite devenir énervant. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que la logique soit d'une intéressante d'un point de vue champ lexical, mais soit capable aussi d'apprendre. Et si possible, dans le chatbot, essayer de proposer des questions et demander aux gens. Donc là, pareil, c'était plutôt malin au sein de ce bot-là, où vous répondiez en bon normand, ça dépend. Ça, la machine, elle n'aime pas. Donc, mais elle le fait avec une pointe d'humour en disant, vous les humains, vous ne pouvez pas répondre par oui et par non, c'est tellement plus simple. Plutôt que de dire choisis oui, choisis non, on est censé parler avec un robot, donc c'est beaucoup plus sympa si le robot vous le dit comme ça. Il y a une autre manière assez drôle de faire passer de l'émotion dans un chatbot, c'est d'utiliser des émoticônes, des emojis. Parce que quand vous parlez avec vos copains sur des messageries, au-delà du lol qui est plus trop à la mode, c'est plutôt le ha 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 statistiquement ou les emojis qui vont marcher. Quand un robot vous met un emoji, ça personnalise, ça humanise le truc de manière intéressante. Bon, donc il y a certaines pratiques intéressantes derrière lesquelles il faut aller. Chez Dentsu, c'est la marque Isobar qui s'occupe de porter le déploiement, le développement de ces bots pour nos clients. Et on a donc quelques références de clients avec lesquels on a bossé sur des bots, donc pour L'Oréal, pour Hello Bank, pour le gouvernement, etc. Et donc, juste ma dernière slide, parce que c'est notre conviction, c'est qu'on doit bosser dans un écosystème ouvert où, comme je vous le disais, la machine va venir assister de l'humain, donc dans cette logique de cobotique, et qu'on pense que finalement la technologie, elle est à son meilleur à partir du moment où elle peut augmenter notre humanité. Donc le chatbot, oui, mais pas tout robot. Dans une logique service client, il ne faut pas attendre parce qu'aujourd'hui, on crée des frustrations en ne répondant pas à nos clients. Mais au-delà du chatbot et au-delà de cette logique-là, retenez bien qu'on a entre les mains quelque chose qui va devenir l'Internet de demain et une logique d'interface pour aller chercher de l'information sur le web qui est complètement différente. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à dès maintenant rentrer dans ces logiques-là. Je vous remercie pour votre attention et c'est le moment de voir si vous avez quelques questions pour échanger, au-delà du fait qu'on va pouvoir échanger tout à l'heure. Il y avait un deuxième micro. Ah, il est là, voilà. Y a-t-il une question ? La première est toujours la plus dure. Bonjour, vous parliez de l'importance de s'y mettre effectivement pour les marques, de l'expérimenter assez vite. Ça représente une idée de fourchette de budget pour développer un bot comme ça. J'imagine que ça peut aller de tout au rien, mais il faut quand même, pour que ce soit un minimum utile, il faut qu'on ait un arbre de réponses déjà suffisamment large. Donc, Oui. Alors, je dirais pour commencer, le truc pour commencer petit,
Ça peut même être complètement gratuit, comme je disais, quand c'est votre communauté qui fait le truc. Donc bon, mais des fois c'est pas forcément très qualitatif. Bon, mais Justin Bieber, ils sont à fond dedans, donc le truc marche bien. On va dire qu'avec 5 000 €, vous pouvez déjà commencer à faire quelque chose. Donc on parle pas de budget démentiel. On va dire qu'on commence à avoir un truc qui marche bien, qui est sérieux à 15 000. Et le bon gros projet aujourd'hui, sans rentrer là dans les trucs trop compliqués d'intelligence artificielle, etc., on va dire que là, avec 30-40, vous avez déjà un truc qui est sérieux, qui tient la route. Donc, par rapport à des budgets publicitaires sur un sujet qui est un sujet de service client, moi je trouve que c'est pas démentiel aujourd'hui. On est sur des tickets d'entrée intéressants. Surtout que c'est pas du one shot en plus. Pardon ? C'est pas du one shot en plus. Je veux dire, non, on c'est ça. C'est un investissement pérenne sur le produit de l'entreprise. Ça sert à la fois à de la com, mais ça sert avant tout à être plus dans le service que dans le produit. Bon, mais là, effectivement, comme je vous le disais, c'est un peu à la carte, quoi, en fonction de votre besoin, du temps, etc. Il faut aussi étaler dans le temps, ce qui permet aussi de faire rentrer ce budget de manière un peu plus intéressante dans les entreprises, c'est étaler l'investissement aussi dans le temps en fonction de la manière dont vous allez sophistiquer votre truc. Au-delà des sous. Bonjour. Quelles sont les compétences qu'il faut mobiliser pour développer un chatbot ? Alors, les gens qui, donc, chez nous, travaillent sur le développement des chatbots, c'est plutôt des gens qui, historiquement, sont dans le design de l'expérience digitale. Donc, les gens qui vont fabriquer les chatbots, c'est plutôt les mêmes que ceux qui travaillent sur des sites internet aujourd'hui. Donc, c'est des gens qui sont spécialistes en UX, en expérience client, navigation. Comme je vous le disais, la logique lexicale est quand même assez importante. Donc, il faut aussi des gens qui vont avoir ce talent-là. Et puis, puisque nous, on est dans cette logique de cobotique, on va travailler aussi chez Dentsu avec un système ouvert. C'est-à-dire que même si c'est Isobar qui pilote le projet avec vous, on va aller chercher auprès de certaines startups ou d'autres entreprises des compétences qui peuvent être importantes sur le projet. Je pense à des boîtes comme eAdvise, par exemple, avec lesquelles on travaille très régulièrement, parce qu'elles vont nous permettre de mettre en place l'architecture humaine qui va pouvoir aller se plugger avec la machine. Voilà. Mais c'est avant tout des gens qui sont, on va dire, dans le design, dans l'expérience, couplés avec de l'UX et une bonne connaissance du champ lexical, parce qu'il faut que ce bot transmettre aussi l'image de votre marque, c'est assez important, à travers des mots. Donc ça veut dire qu'il faut bien bosser avec le marketing pour être sûr qu'on ne soit pas à côté de la plaque dans le sentiment que vous allez passer auprès de votre public. Bon, mais c'est du développement, donc c'est du soft, c'est pas de la compétence data, c'est plutôt de la compétence graphique. Donc des gens qui faisaient des applications mobiles ont lancé leur boîte sur les bots, beaucoup. Si vous voulez, à un moment, vous avez dit le taux de conversion est plus simple quand on propose au client quelque chose de très précis, notamment avec des questions. Il y a des gros sites de e-commerce comme Amazon, par exemple, où il y a encore une barre de recherche où on recherche un produit. Pourquoi Amazon, enfin peut-être pas à ma connaissance, où les sites de e-commerce n'ont pas commencé à poser une question, qu'est-ce que vous recherchez ? Puis après, est-ce que vous recherchez par exemple un ordinateur puissant, pas puissant ? Moi je l'ai pas encore vu. Est-ce qu'ils expérimentent là-dessus ou finalement ils sont en retard ou c'est pas la bonne solution ? Alors non, oui et non. C'est-à-dire que oui, ils expérimentent sur ce sujet-là, mais eux, quand vous leur posez la question, ce qui est un peu schizo, mais ils vont vous dire qu'ils ne sont pas un site de e-commerce. Quand vous dites à Amazon, mais vous êtes quoi ? Ils vous disent, nous sommes un réseau social de la consommation. C'est-à-dire que la raison principale qui fait que des gens vont sur Amazon avant même d'acheter le produit, c'est pour aller chercher les ratings, les commentaires de la communauté sur un produit qu'ils ont déjà l'intention d'acheter. C'est-à-dire que, vu comment le truc est foutu, vous avez par exemple une idée en tête sur un produit. Donc vous connaissez le produit, vous connaissez la référence, vous allez dans le truc, vous allez regarder les étoiles. Mais le fait d'aller dedans, c'est déjà prévu dans l'algorithme d'Amazon, puisque vous allez sur un objet, et on va vous dire, ceux qui ont regardé cet objet ont aussi regardé tel autre objet. Mais ce qui va faire finalement le truc, c'est que vous allez pouvoir, sur la gauche, finalement, répondre à ces questions vous-même. Vous allez pouvoir dire, est-ce que je le veux en livraison
Premium ou Prime Now? Est-ce que je veux telle marque? Est-ce que je veux un produit qui a plus de 3 étoiles, etc. Et en fait, vous pouvez affiner votre recherche sur la gauche dans Amazon. Donc, c'est un peu une réponse de Normand que je vous fais, mais d'une, ils disent, ça, quelque part, on le fait déjà, puisque on propose à l'internaute de réduire son choix à travers des questions qui sont à gauche sur des caractéristiques produits premières. Mais souvent, quand les gens viennent chez nous, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est du commentaire. Est-ce que les gens ont bien noté ou pas tel produit? Et du coup, aller regarder sur tout un tas de produits lequel a la meilleure note, voire filtrer, à dire je veux 4 étoiles et plus. Et du coup, je suis sûr de faire mon choix sur le meilleur produit. Je voulais un truc, finalement, j'en achète un autre. Ce que vous n'avez pas sur enfin pas forcément, en tout cas sur des sites de retailers aujourd'hui où vous avez plutôt des catalogues de produits où vous pouvez chercher par marque, par prix, comme vous l'avez sur Boulanger, etc. Mais ils auraient intérêt aujourd'hui à rentrer effectivement dans cette logique d'intelligence artificielle sur des boulangers. L'intelligence artificielle sur Amazon, c'est l'algorithme déjà. Le fait qu'on vous pousse des produits, vous avez regardé ça, tiens, vous devriez aimer ça. Eux, ils se disent, c'est comme ça que l'intelligence artificielle chez nous fonctionne. Pas d'autres questions? Je suis à votre dispo, de toute façon, après, si vous voulez continuer la discussion, bien entendu. Bon, je vous remercie beaucoup. Attends, non, il y en a une. Comment choisir le bon prestataire, du coup, pour se faire accompagner? J'ai mes amis qui sont là. J'ai envie de dire, dans nos métiers, ça fonctionne comme tout, c'est-à-dire vous faites un pitch. Tout fonctionne comme ça. Moi, ce qui me désespère, c'est que le pitch est devenu un sport un peu national. Quand on est satisfait d'une prestation, voilà, c'est important de se tenir au courant, mais bon, bref. Donc, c'est comme quand vous voulez lancer un nouveau site internet ou quand vous cherchez un nouveau partenaire, vous venez expliquer votre problématique et vous regardez donc sur les différents prestataires ce qui vous est proposé en termes de retour, en termes de devis, d'un point de vue financier, en termes d'idées, en termes d'interface, et puis en termes de creds aussi. Est-ce que ce sont des gens qui sont crédibles ou pas? Parce qu'aujourd'hui, sur les industries du chatbot, vous allez vraiment trouver à boire et à manger. Il y a des sociétés qui fleurissent là, parce que le truc est à la mode, donc les gens se disent je vais pouvoir faire de l'argent sur le sujet, qui ont 3-4 mois d'ancienneté, et qui disent on sait faire des chatbots. Oui, comme je vous le disais, les fans de Justin Bieber savent le faire. Donc voilà, ça dépend simplement effectivement quelles sont vos ambitions d'une financière et puis aussi la crédibilité, puis les hommes. Moi je pense que ce qui est important pour choisir le bon partenaire, c'est qu'au-delà du fait que la réponse vous plaise, soit des gens avec lesquels vous ayez envie de travailler dans le dialogue, se dire voilà, moi j'ai des choses à faire avec ces gens-là, ils ont bien compris mon problème, ils sont capables de me démontrer qu'ils ont été capables de développer le business d'autres, de me démontrer qu'ils sont dans la mesure, parce qu'il y en a plein pareil qui vous filent un bot et puis basta. En gros, la petite grille de lecture, c'est les 4 trucs que je vous montrais, en disant voilà, simple, auto-apprenant, efficace. Voilà, faut passer à cette grille de lecture les différents partenaires et choisir celui avec lequel vous avez le plus envie de travailler au quotidien. C'est important les hommes, quand on parle de machines. Définitivement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à juger. Merci.